Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui entertainment avec Illucity, le premier parc d'aventure en réalité virtuelle qui a été développé par Productman. Et pour en parler, eh bien, je reçois Nathan Reznik, directeur adjoint d'Illucity, et François Fan, directeur associé et cofondateur d'ailleurs de Productman. Bonjour à tous les deux, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un mot sur Productman, parce que alors on sait déjà, enfin, ceux qui sont du milieu, voilà, on sentit un petit peu le lien familial avec Buzzman, mais encore, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ok. Alors, Productman, c'est un spin-off de Buzzman, c'est-à-dire que c'était Ouais. une agence qui a été cofondée par Georges Mohamed Cherif, Thomas Granger, moi-même et mes associés. Mhm. Productman, c'est un spin-off de Buzzman dans la mesure où c'est né de trois constats. Trois constats qui sont liés à nos annonceurs. Premier constat, c'est d'un côté les annonceurs qui ont peur de se faire uberiser, donc qui voient apparaître dans le cadre de la nouvelle économie des nouveaux acteurs, que ce soit des startups ou des nouvelles business units qui vont venir, on va dire, les uberiser dans leur secteur et dans leur activité. Le deuxième constat, c'est lorsqu'on fait de la publicité, en tant que Buzzman, en tant qu'agence de publicité, lorsqu'on fait de la pub, eh bien, il est très dur de faire de la communication sur des produits ou des services qui à l'origine ne sont pas très bons. C'est très dur d'amplifier un produit ou un service qui à la base Mhm. n'est pas, on va dire, n'a pas trouvé forcément son marché. Mhm. Et malheureusement, la publicité, ben, elle ne résout pas tous les problèmes économiques de l'entreprise. Et dans un dernier temps, on s'est rendu compte que nos créatifs, parce qu'on reste une agence de création, étaient en mesure de créer des nouveaux produits ou des nouveaux services au sein de Buzzman à vocation de RP. On a créé par exemple le dernier carré de Milka, qui était le fait de retirer sur plus de 20 millions de tablettes de chocolat Milka le dernier carré manquant. Afin de pousser le consommateur à partager ce carré auprès d'une personne qu'il aime pour faire une preuve de tendresse, au lieu de faire un film publicitaire sur la tendresse. On a également créé un service de livraison de préservatifs à l'époque pour Durex au Moyen-Orient. Et enfin, on a créé le premier masque de réalité virtuelle olfactive pour Ubisoft, qui était un masque qui se pluguait au jeu Ubisoft. Et donc de tout ça, on va dire de ces trois convictions auprès de nos annonceurs, on s'est dit pourquoi on n'irait pas plus loin et pourquoi on ne créerait pas une agence qui est une agence qui accompagne les annonceurs dans leur transformation numérique et qui crée des nouveaux produits, des nouveaux services innovants à destination des marques, tout en gardant notre ADN de création et également notre ADN de marque, parce que toute notre réflexion est toujours très marketing. Ça signifie qu'aujourd'hui, le fonctionnement, vous fonctionnez comme toujours en binôme avec Buzzman sur une problématique de communication, ou est-ce que Productman peut travailler exclusivement indépendamment de Buzzman? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, les clients de Productman ne sont pas les mêmes clients que Buzzman. D'accord. Donc déjà, nous sommes assez indépendants et nous venons beaucoup plus en amont sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va concevoir le nouveau produit, le nouveau service, et Buzzman, par la suite, va reprendre la partie communication afin de pouvoir amplifier le produit ou service que nous avons conçu. Le point qui est intéressant, c'est également de se dire que dans le produit ou dans le service que l'on va créer, on va injecter de la créativité. Créativité que l'on va mettre au même niveau en fait, que la dimension business du produit ou du service, afin de pouvoir par la suite, lorsque l'on va amplifier, réduire le coût d'investissement en médias, parce que le produit ou le service de base sera déjà communicant. D'accord. Donc vous avez créé, c'était en décembre dernier, enfin en tout cas ça a été inauguré en décembre dernier. Productman existe depuis maintenant environ 1 an et demi. Oui, Productman, effectivement. Illucity. Et en revanche, voilà, oui, Illucity a été ouvert, en tout cas a été inauguré, je crois, c'est ça C'est ça. En décembre décembre, le 12 décembre, 12 décembre fait. 2018. Alors expliquez-nous justement de quoi s'agit-il, au-delà de ce que j'ai pu en dire dans l'introduction. qui était Bien assez- sûr. Donc Illucity, c'est un concept qui a été développé au sein du groupe Imagis. Le groupe Imagis existe depuis plus de 10 ans maintenant, est spécialisé dans l'industrie du cinéma. Et La essentiellement sur un production marché... d'images, c'est ça, et des, Alors, enfin, voilà, des sur la effets spéciaux, post-production d'images et production. sur l'installation des salles de cinéma. Et il y a un peu plus de 2 ans, on a voulu aller sur un marché B2C. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai phénomène dans l'entertainment qui était l'ouverture de salles de réalité virtuelle destinées au grand public pour des fins vraiment de loisirs, d'entertainment. Et on a voulu se positionner sur ce marché-là. Donc on a commencé à travailler justement sur l'ouverture d'un concept de parc d'aventure en réalité virtuelle. Donc l'idée c'est de recevoir des gens en famille, entre amis, des entreprises pour des séminaires team building et leur faire vivre véritablement des aventures multijoueurs où on est totalement immergé dans le contenu grâce justement à un casque de réalité virtuelle. D'accord. Donc on a lancé ce projet-là il y a un an et demi, 2 ans. Et très vite, effectivement, on est allé à la rencontre de Productman pour justement travailler sur ce concept-là. Parce qu'il fallait répondre à beaucoup d'interrogations. On est sur un marché quand même très émergent. Les gens ont entendu parler de la réalité virtuelle, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Les activités de loisirs sont aussi en plein essor, mais ça reste assez récent. Ça fait 2 ans que les premières salles, véritablement, avec une proposition
riches ont commencé à ouvrir. Donc tout ça était très nouveau. Et on avait besoin justement d'aller voir quelles étaient les tendances, quels étaient les pain points, les points de friction auxquels il fallait répondre pour justement donner envie aux gens de venir chez nous, chez Lucity, pour vivre ces aventures à plusieurs. D'accord. Ces aventures, justement, en gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on y trouve? Vous pouvez par exemple faire des escape games en réalité virtuelle. Donc c'est le même concept qu'un escape game traditionnel. Vous êtes dans une pièce enfermée et vous devez résoudre des énigmes, des puzzles pour réussir à vous échapper. Vous avez également des jeux d'arcade. Et vous avez des jeux où on va parler d'hyper-réalité, c'est-à-dire que vous allez être totalement, pour le coup, immergé aussi grâce à des retours sensoriels. C'est-à-dire qu'on a des planchers vibrants, on a des ventilateurs qui viennent simuler du vent, on a des sièges vibrants qui vont simuler des véhicules, par exemple. Et donc là, on a un jeu, par exemple, qui s'appelle Toyland, qui est sorti récemment, il y a 2 mois, qui est une coproduction Lucity, et dans laquelle vraiment vous allez vivre une aventure à la taille d'un jouet. Donc vous êtes rétréci à la taille d'un jouet dans une chambre d'enfant et vous avez une mission et vous parcourez cette chambre. D'accord. C'est un parc qui est, alors j'ai lu en tout cas, unique au monde. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Qu'est-ce qui vous a inspiré puisqu'il n'y avait pas d'équivalent dans le monde? Oui, ce qui nous a inspiré, c'est déjà la richesse de la proposition en termes de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se positionne vraiment comme un multiplex de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça aussi qu'on on a voulu travailler avec Product Man, c'était pour avoir ce positionnement-là et que les gens comprennent que quand on vient chez Lucity, on peut venir régulièrement parce qu'il y aura toujours des nouveaux contenus, des nouvelles choses à découvrir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi très importante et sur laquelle Product Man a été essentiel pour nous, c'est de créer en fait un univers très immersif à partir du moment où on franchit la porte du parc. C'est-à-dire qu'on a été chercher un peu sur les codes des parcs d'attractions pour faire vivre une expérience assez unique et pas seulement être un lieu d'accueil où on propose des salles un petit peu neutres avec un casque basique. Voilà, on voulait vraiment que les gens soient plongés dans un univers assez riche d'entertainment et leur offrir une expérience à travers leur déambulation dans le parc. D'accord, donc là on y voit un petit peu plus clair. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit film d'une minute, et ça à peu près, je crois, qui va présenter en gros ce qu'on peut trouver dans Lucity, et puis on en reparle juste après, bien entendu. Voilà, donc ça c'était déjà une bonne présentation qui donne un bon aperçu. Quel est le modèle économique aujourd'hui du parc? Alors aujourd'hui, pour venir dans notre parc, il suffit d'acheter en fait un ticket qui commence à partir de 5 € par personne jusqu'à 29 € par personne pour vivre une expérience, un jeu. Donc vous avez des expériences qui sont courtes, qui vont durer une quinzaine de minutes, et vous avez des expériences plus longues, comme les escape games, où vous allez être sur 45 minutes. D'accord. Il est financé, enfin l'idée c'est que la billetterie finance tout. Est-ce qu'il y a à terme d'autres sources de revenus qui sont Non, on est vraiment sur une notion de billetterie et même de e-commerce parce qu'on est sur des activités de groupe. Donc souvent les gens réservent à l'avance pour justement prévoir leur visite et donc sur le site internet peuvent acheter leur ticket. D'accord. Alors Illucity, donc derrière Illucity il y a le mot illusion. Dites-nous-en un peu plus sur le nom et sur la genèse de tout ça. Alors lorsqu'on a commencé à travailler pour le groupe Imagis, l'objectif était de faire un lieu, ce que l'on appelle les LBE, Location Based Entertainment, dédié à la réalité virtuelle. Et on s'est rendu compte que la réalité virtuelle pouvait vraiment faire peur aux gens. On a vu le film Ready Player One, dans lequel, un film de Spielberg, dans lequel les gens vivent en réalité virtuelle. D'un autre côté, on a également cette image de Mark Zuckerberg lors de l'acquisition d'Oculus qui traverse toute une assemblée dans laquelle tout le public est armé, on va dire, de casques de réalité virtuelle. Et en fait, ce côté, on va dire, assez technologique, assez froid de la réalité virtuelle peut faire peur aux consommateurs. Et on est parti du principe, stratégiquement, que la réalité virtuelle, c'était l'illusion du 21e siècle, parce que lorsque vous faites de la VR, vous mettez un masque,
vous avez un gilet haptique, vous allez par exemple avoir du sol vibrant, et en fait, vos sens vont être totalement perturbés par cette immersion. Et en partant de là, en considérant la VR comme de l'illusion, on s'est dit que le meilleur moyen de pouvoir toucher les consommateurs, c'était à travers justement ce champ sémantique de l'illusion, et de partir également du principe qu'aujourd'hui, le parc conçu tel quel Illucity, aujourd'hui il fait de la VR, dans 10 ans il fait de la VR, mais demain il peut devenir un acteur mondial du divertissement, de l'entertainment autour de l'illusion. Demain on peut imaginer par exemple du mapping, des expériences immersives, des nouvelles technologies que peut être la réalité augmentée, et en fait voilà, c'est Imagis qui le décidera, mais l'objectif était vraiment de créer ce nouveau lieu de divertissement dédié à l'illusion, dans lequel aujourd'hui le média principal c'est la VR, mais demain ça sera un média qui est différent. Et cette illusion là, ce qui nous intéressait, c'était de la faire tirer sur tout le parcours, ce que disait Nathan tout à l'heure. Lorsque vous entrez en fait dans Illucity, au-delà de vos expériences qui sont des expériences d'illusion en VR, vous avez de l'illusion, par exemple dans les casiers, vous allez ouvrir des portes et vous allez découvrir des sons particuliers, dans des couloirs avec des miroirs déformants, dans des toilettes avec une scénographie sonore et avec un son également qui vous met dans une immersion. Donc on a vraiment travaillé sur ce côté extrêmement immersif autour de l'illusion et se dire que l'illusion, elle ne se fait pas que dans le masque, mais elle se fait également tout au long du parcours. D'accord. Alors, tout ce que vous me décrivez là, donc, sont des choses dont les marques sont fans. Ça fait quelque temps qu'on en parle, certaines s'y mettent. Justement, alors vous avez un ADN quand même lié à l'univers des marques et de la communication. Quel est concrètement le rôle que jouent ou que peuvent jouer les marques, et qu'est-ce que cet univers peut leur apporter? Comment peuvent-elles se positionner dans tout ça? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour avoir évolué plusieurs années dans le milieu de la publicité, les marques ont toujours perçu la réalité virtuelle comme... on finit par percevoir, on va dire, la réalité virtuelle comme un gadget. C'est-à-dire que... Souvent, les innovations sont perçues comme ça, d'ailleurs, dans un premier temps. Et la réalité virtuelle a pris du temps à trouver son marché. Et aujourd'hui, en fait, lorsqu'une marque souhaite faire de la réalité virtuelle, très souvent, on lui propose de faire des événements d'activation pour une marque dans un centre commercial, donc des événements qui sont one-shot et qui ne sont pas pérennes. Et pourquoi, en fait, on propose, on va dire, à nos marques tel type d'événement? C'est parce que la structure, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, le LBE n'existait pas encore, le Location Based Entertainment. Aujourd'hui, en fait, il n'existait pas de lieu qui soit assez grand pour pouvoir accueillir des marques et pour pouvoir accueillir, on va dire, des opérations de marque qui ne vont pas être pérennes, qui ne vont pas être événementielles, mais plutôt pérennes. Et demain, selon nous, on peut se rendre compte que derrière un modèle économique de coproduction, les marques seront en mesure de créer du contenu en réalité virtuelle, parce qu'extrêmement immersive, dans lequel on va faire vivre aux consommateurs une vraie expérience d'immersion dans la marque, et donc de coproduire du contenu avec un acteur, par exemple, comme Illucity, qui, là où on aime beaucoup cet acteur qui est Imagis, c'est que Imagis et Illucity ont toute la chaîne de valeur en matière d'industrie VR, c'est-à-dire aussi bien dans le lieu, dans l'exploitation, mais dans la production et la coproduction de contenu. Et on se rend compte que demain, une marque qui peut contacter Imagis et Illucity sera en mesure de créer des contenus et faire vivre une expérience en VR qui sera pérenne, mais également source de revenus et qui ne sera pas juste une activité événementielle autour de la VR. On sait aujourd'hui mesurer justement l'incidence que peut avoir la VR, ou en tout cas l'immersion, sur la transmission, la compréhension d'un message de marque, par exemple Alors, en tout cas, la transmission et la compréhension d'un message, oui, elle est très, très forte, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus justement d'annonceurs qui vont vers de la formation en réalité virtuelle. Ça se développe énormément. On l'a vu dans la presse récemment avec Walmart qui achetait des dizaines de milliers de casques pour ses employés. L'industrie, donc on voit que oui, il y a comment dire, c'est un médium qui est extrêmement fort, parce que justement très immersif, très réaliste. Donc c'est pour ça que nous on croit que ce n'est pas qu'une tendance, c'est vraiment un phénomène de fond, de société, c'est une technologie qui va rentrer dans nos usages quotidiens. Donc ça commence déjà par l'entreprise. Mais oui, les marques ont intérêt à s'en saisir, et comme le disait François, jusque-là on était souvent dans des contenus de marques qui étaient promotionnels, publicitaires. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, nous on en est la preuve, on arrive à la monétiser. Mais il faut avoir du coup une proposition qui est vraiment divertissante, entre guillemets, tout en ayant ces valeurs de marque. C'est quelque chose, nous on est totalement prêt à discuter avec des annonceurs pour la coproduction de contenu, parce qu'on a comme ça des projets de production dans les mois et dans les années qui viennent. Donc on peut totalement imaginer des choses avec des annonceurs. D'accord. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, en tout cas quand on fait des études consommateurs, on entend souvent les termes qui ressortent, c'est on veut de l'authenticité, on veut sentir des... Est-ce que quelque part l'illusion, est-ce que c'est pas une matière un petit peu compliquée ou risquée à manipuler dans un monde qui demande de l'authenticité, de la réalité quelque part?
Alors, je laisserai peut-être après François, parce que je pense qu'il a une idée un peu plus précise que moi. Moi, mon sentiment, c'est qu'effectivement, on est finalement dans une forme de société assez ambiguë. C'est-à-dire qu'on a envie d'authenticité, mais en même temps, on est extrêmement dépendant de tout ce qui est numérique. Mais justement, on arrive sur un comportement qui est assez tranché et j'ai envie de dire un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'à des moments, on est hyper connecté, on a des journées, on n'arrête pas, on est sur notre smartphone, sur notre téléphone, sur notre ordinateur, les réseaux sociaux, tout ça. Et puis, on a des moments, on a besoin de débrancher. Et donc pour moi, je pense qu'on est un peu sur ce mode de consommation-là, typiquement sur cette technologie-là. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est génial, par exemple, mais on a besoin aussi d'avoir des moments où on n'en fait pas et on est dans le réel et on vit des choses authentiques. François. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est la façon dont a évolué sur les 10 dernières années l'industrie du divertissement. En fait, d'un côté, on avait un divertissement que l'on appelait et qui va de pair vraiment avec ce que recherchent les consommateurs en matière d'authenticité, et c'est toujours aussi ambigu. D'un côté, en fait, il y avait un divertissement qu'on appelait le divertissement lean back. Lean back, c'est vous êtes derrière votre télé, vous êtes un couch potato, vous allez regarder du contenu, vous allez subir, on va dire, ce contenu. Et petit à petit, il y a des acteurs qui ont commencé justement à transformer les usages et les perceptions. On va regarder Netflix. Netflix, par exemple, on est dans du lean back dans la mesure où on est assis dans notre canapé et on regarde du Stranger Things, par exemple. Mais on est en train d'aller vers une transformation de ce divertissement parce que Netflix commence à créer des vidéos de contenu interactif dans lequel le consommateur va vouloir agir. Il va vouloir, justement, comme le livre dont vous êtes le héros, interagir dans le cadre de la fiction. Et on est en train d'aller justement vers ce qu'on appelle le divertissement lean forward, dans lequel le consommateur va vouloir justement prendre part au divertissement. Et cette recherche de l'authenticité, finalement, c'est la recherche en fait d'un conso qui a envie de maîtriser le contenu qu'il va être en train de regarder. Et donc, il y a un contenu qui va être interactif. Et la réalité virtuelle, finalement, elle va permettre aux consommateurs non plus juste de subir du contenu, mais de vraiment vouloir agir dans le contenu et de vouloir, on va dire, donner un sens à l'histoire dans laquelle il va jouer. Donc, finalement, oui, les consos recherchent de l'authenticité, mais d'un autre côté, ils recherchent de plus en plus d'immersion et d'interaction dans lequel ils vont pouvoir vivre pleinement les histoires. Et on le voit avec l'industrie du design immersif qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 500 lieux tous les ans qui ouvrent, qui sont dédiés au design immersif. Ça peut être aussi bien du théâtre immersif, ça peut être de la comédie musicale immersive, ça peut être des lieux justement de réalité virtuelle. D'un autre côté, en France, on voit que depuis 2013, il y a plus de 550. Voilà, c'est ça. Et il y a plus de 550 escape games qui ont ouvert en France. Et dans un escape game, vous êtes dans une fiction, mais il y a de l'authenticité dans la mesure où vous allez pouvoir interagir. Vous n'allez pas juste être en train de subir le contenu. Et donc cette industrie justement sur l'immersion et sur l'interaction, elle est en train de se développer, qui fait que les consommateurs retrouvent un sens, on va dire, dans le divertissement. Et un divertissement qui se popularise surtout et qui rentre dans les villes, qui n'est plus dédié à des parcs d'attractions qui sont en périphérie urbaine et qui sont éloignés, on va dire, des centres-villes. D'accord. Là, on est à un peu plus de 3 mois de l'ouverture. 3 mois sont écoulés. Combien de personnes sont venues ou combien de personnes viennent en moyenne par jour, par semaine? Je ne sais pas quelle est l'unité. Oui, alors on est sur une activité assez saisonnière, tout comme le cinéma, c'est-à-dire qu'on a des gros pics pendant les vacances et les vacances de Noël notamment, qu'on a effectivement ouvert en décembre comme vous pouvez le dire. Nous aujourd'hui, il est un peu tôt pour tirer des projections, mais en revanche on vise 100 000 visiteurs par an. Ça c'est un indicateur qui peut être intéressant, que les gens peuvent saisir. Donc on vise 100 000 visiteurs par an sur notre premier parc à Paris-la-Villette. Voilà, après on a d'autres implantations qui vont arriver. C'était une question que j'allais vous poser aussi. En septembre, on ouvrira à Marseille. D'accord. Et à la fin de l'année, en décembre, on aura deux autres sites en France sur lesquels on ne peut pas encore communiquer. D'accord. Mais voilà, on a un déploiement qui est en train d'être assez important en France. On a des discussions à l'étranger aussi. Et on ouvre le modèle à la franchise. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent, justement, des entrepreneurs qui nous contactent pour monter des parcs Illucity en province, parce qu'on a un concept qui est très modulaire, c'est-à-dire qu'on est capable de s'adapter aussi au potentiel géographique. Donc on peut faire des parcs plus petits que celui qui est à la Villette, qui fait 1000 m². On peut aller sur des unités un peu plus petites, 300 m² par exemple, pour des villes de 150 000 habitants. Ok, merci. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même envie de vous poser cette question. Si vous deviez ne mettre en avant qu'une des animations d'Illucity, laquelle
choisiriez-vous? Alors sans aucune hésitation, c'est la production que nous on a faite, qui est Toyland, Crazy Monkey, qui est un jeu qui joue jusqu'à 6 joueurs. Voilà, on se retrouve réduit à la taille d'un jouet. C'est ça. Dans une chambre d'enfant. Voilà. Donc c'est un peu une Madeleine de Proust pour tout le monde. Et puis surtout, c'est vraiment une expérience très innovante. C'est-à-dire qu'à travers le monde, on est félicité pour ce travail-là, parce qu'on est sur des propositions qui ne se voient nulle part ailleurs. Ok, très bien. Et ce qui est assez extraordinaire avec Toyland, c'est que c'est une expérience qui est vraiment une expérience de famille. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un univers geek qui est très restreint à une certaine population qui va toucher à la réalité virtuelle, mais c'est vraiment une expérience qui touche tout le monde. Parce que ce que disait Nathan tout à l'heure, on est dans la Madeleine de Proust, on va dire, de l'enfance, et vous êtes sur une expérience qui est extrêmement populaire. Et c'est un peu ce qu'on a voulu faire chez Lucity, c'est faire du divertissement populaire et non plus en fait réserver la VR et on va dire les illusions technologiques à une population qui est très niche et qui est très gamer, mais vraiment ouvrir et démocratiser au plus grand nombre justement ce divertissement. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et moi je vous dis à bientôt sur topcom.fr.